Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans Rail One. Aujourd'hui nous sommes à Genève, mais nous n'allons pas parler de la gare, mais plutôt du très grand réseau qu'elle abrite. Il s'agit du Léman Express. Et nous ne serons pas les seuls à faire une émission autour du Lex, vous allez voir ça dans quelques instants. Rail One, épisode 8, c'est parti. Et on accueille Thierry Pupier de la chaîne YouTube Aiguillage. Salut Thierry. Bonjour Mathis. Comment vas-tu? Bien, merci. Bienvenue en gare de Genève. Merci de m'accueillir ici. Alors qu'est-ce que c'est Aiguillage? Alors Aiguillage, c'est un site internet et ce sont maintenant deux chaînes YouTube, une sur laquelle je parle de patrimoine et de tourisme ferroviaire et l'autre de modélisme ferroviaire qui s'appelle Aiguillage Modélisme. Tu nous en diras plus dans quelques instants, mais d'abord le Léman Express c'est assez récent, mais vous verrez avec Mathieu Fleury, directeur général de Lémanisme, qu'il a fallu du temps notamment pour développer ce réseau. Mathis Courte et Tim Chanet. Après la liaison de Genève à Lyon, puis l'ouverture de la ligne vers Lausanne, on émit le projet de relier la ville du bout du lac à Annemasse, de l'autre côté de la frontière. Une ligne part déjà de Cornavin, la gare principale, vers Pont-Rouge et le triage en cul-de-sac de la Praille. De l'autre côté, la SNCF a ouvert la ligne Annemasse-Eaux-Vives via Chênebourg. Un maigre Picasso aux horaires aléatoires assurait tant bien que mal le service. Malgré tout, sans la jonction Pont-Rouge-Chênebourg, les lignes étaient obsolètes et engendraient largement plus de dépenses que de recettes. Ainsi, depuis 1870-1870, des dizaines de projets fleurissent de la tête de nombreux Genevois désirant placer le CEVA, Cornavin-Eaux-Vives-Annemasse, au centre de la mobilité du canton. Plusieurs fois, certains projets furent retenus, mais jamais réalisés avant que les deux guerres et la crise économique ne viennent ranger cette idée au fond d'un tiroir. De plus, en 1975-1975, la réalisation du projet est reportée à une date indéterminée puisque la courte antenne vers l'aéroport, jugée prioritaire, sera réalisée et ouverte en 1986. Malgré tout, parallèlement à la volonté de vouloir réinstaurer le réseau du tramway dont seule la ligne 12 subsiste, l'Alprail, association lémanique pour la promotion du rail, demanda une étude au début des années 2000 pour une liaison entre Genève et Annemasse. En 2004, les financements furent trouvés et le premier coup de pioche fut donné une année plus tard. Ainsi, les travaux préparatoires, dont par exemple le prolongement du quai 1 de la gare Cornavin, débutèrent. C'est un vieux projet, hein. La ligne Annemasse-Genève-Eaux-Vives, c'est 1888, donc on a vraiment des photos en noir et blanc encore. Et puis après, c'est vrai qu'on a une renaissance de ce projet en 2011, avec déjà les acteurs politiques autour de la table, la Confédération suisse, les deux cantons Vaud et Genève, et la région Rhône-Alpes, qui était là autour de la table. Et dans le domaine de ferroviaire, on est dans du temps long, ce qu'on appelle du temps long, hein, c'est des longs projets avec des gros investissements et donc des grands délais, mais on est arrivé finalement à une réussite à la fin décembre, il y a presque 2 ans, avec le lancement du Léman Express. Aussi à Genève, une fois n'est pas coutume, de nombreux recours furent déposés empêchant l'avancée des travaux. Malgré tout, une votation en 2009 vint confirmer le soutien des Genevois au projet en accordant une rallonge du budget. Les travaux purent enfin sérieusement commencer. Alors d'abord, il y a eu un projet d'infrastructure. D'abord, le Léman Express a dû être porté par ce qu'on a appelé le CEVA, et souvent on mélange les deux choses, c'est-à-dire ces nouvelles gares qu'on peut admirer sur le canton de Genève et jusqu'à Annemasse. Et ça a été le premier enjeu, c'est-à-dire qu'il y a des rails sur lesquels les trains pouvaient rouler. Le chantier fut divisé en 7 lots sur la partie suisse.
le lot Saint-Jean-Jonction comprenant l'élargissement de la passerelle piétonne du viaduc, la Praille avec la création de la nouvelle gare et des voies qui contournent le triage genevois, Bachet, la halte de Lancy-Bachet à demi couverte par le tunnel de Pinchat, alors à percer, Val d'Arve, sa tranchée et son pont aux faces de verre triangulaires, Champel avec sa halte, le tunnel du même nom et la galerie vers l'hôpital, Eaux-Vives, dont la gare deviendrait un pôle de shopping coïncidant avec le développement du quartier environnant. Et enfin le secteur Trois-Chênes avec sa nouvelle gare de Chênebourg. Les travaux allaient durer 10 ans pendant lesquels tout a été mis en œuvre afin de gêner les Genevois riverains le moins possible. Le réseau fut inauguré en grande pompe le 15 décembre 2019 dans ces gares résolument modernes avec leurs briques de verre laissant pénétrer la lumière, ici en gare de Chênebourg. Malgré ces quelques soucis de jeunesse, dont les grèves des cheminots français mêlées aux problèmes techniques des matériels roulants suisses et français à rouler dans leur pays d'adoption, la fréquentation du réseau se révéla bien meilleure qu'attendue. L'ouverture du projet coïncide avec la prolongation de la ligne 17 à Annemasse, parc Montesuie par les transports publics genevois. Côté français, la SNCF envisage de moderniser les lignes de La Roche-sur-Foron à Annecy ou Saint-Gervais, exploitées actuellement en BMU 1956, afin de permettre un nombre de trains plus important. Pour conclure, petite anecdote, l'ancien bâtiment voyageur de Chênebourg fut ripé afin de permettre l'édification de la nouvelle gare. Et pour suivre les coulisses des émissions ou tout simplement l'actualité de Raiwan, rendez-vous sur Instagram @Raiwan_off. On est de nouveau avec Thierry, tu nous as présenté rapidement Aiguillage. Tu fais un petit peu comme nous, c'est ça, tu vas sur les lignes de chemin de fer, mais tu découvres aussi les réseaux miniatures, c'est ça? C'est ça. Alors maintenant, c'est séparé sur 2 chaînes. Il y a une chaîne donc, qui s'appelle toujours Aiguillage, qui est la chaîne d'origine, sur laquelle je fais des reportages un petit peu de partout en France, mais aussi en Europe francophone, en Belgique, en Suisse. Bon, vu les circonstances, ça faisait un petit peu longtemps que je n'avais pas eu l'occasion de passer les frontières. C'est un plaisir de le refaire aujourd'hui. Et la chaîne Aiguillage Modélisme, sur laquelle je vais faire des visites de clubs, des présentations de réseaux chez des modélistes qui ont éventuellement des réseaux chez eux. Et donc il y a 2 rendez-vous par semaine, un le lundi et un le jeudi, tous les 2 à 18h. Parfait. Alors l'objectif de cette émission, c'est d'effectuer un partenariat du coup entre nous deux, un gros échange franco-suisse. Tu vas nous présenter le matériel roulant et les signaux français dans notre émission. Et nous, à l'inverse, on va présenter le matériel roulant et les signaux suisses dans Aiguillage. On démarre tout de suite avec la Régiolis, le matériel roulant français construit par Alstom. Reportage donc de Thierry Pupi. Les 17 rames Régiolis de la SNCF qui viennent compléter les 23 flirts des CFF pour desservir les différentes lignes du Léman Express sont des automoteurs très courants conçus par Alstom, dérivés de la gamme Coradia du constructeur français. Coradia est une famille de matériel roulant ferroviaire principalement destinée à circuler sur les réseaux européens. Elle comprend des engins mono ou multicaisses à 1 ou 2 niveaux, tous automoteurs à motorisation électrique, thermique, bimode ou à hydrogène. Les Régiolis sont dérivés des Coradia dits polyvalents, lesquels ont été étudiés par Alstom pour répondre à un cahier des charges élaboré par la SNCF et les régions françaises qui souhaitaient poursuivre la modernisation de leur parc tout en faisant face à une augmentation constante du trafic sur les lignes desservies. Il s'agissait de remplacer des rames réversibles régionales ou les fameuses voitures corail, l'une et l'autre constituant des rames autotractées dont le vieillissement se faisait sentir. Les Régiolis présentés par leurs promoteurs comme des rames polyvalentes qui savent tout faire ont été déclinées en de multiples versions. Commandées à 350 exemplaires, on les voit circuler sur l'ensemble du territoire français. Conformément aux accords signés dans le cadre du Grenelle de l'environnement qui s'est tenu à Paris fin 2007, visant à éliminer les véhicules fonctionnant uniquement à moteur diesel, le cahier des charges prévoyait qu'aucun de ces engins ne puisse fonctionner uniquement en mode thermique. Seules des versions électriques ou bimode pouvant être envisagées. Les rames devaient être aptes aux 160 km/h avec une option pour le 200. Les Régiolis se basent sur une architecture
architecture unique, dite en boa, les rames étant constituées d'un ensemble de caisses articulées, solidaires les unes des autres, reposant sur des bogies placées entre les voitures. Ce dispositif assure un plus grand confort pour les passagers. Il permet d'envisager des vitesses plus élevées sur des voies en mauvais état et offre de meilleures garanties de sécurité. En cas de déraillement notamment, les différentes voitures qui forment une rame restent dans l'axe plutôt que de se mettre en accordéon. Autre innovation, il s'agit du premier matériel ferroviaire régional à plancher bas intégral autorisant une pleine accessibilité aux personnes à mobilité réduite. Les Régiolis sont proposés en rame de 3, 4 ou 6 voitures. En 2015, l'ancienne région Rhône-Alpes en a commandé 17 en mode tricourant pour les besoins du Léman Express. Immatriculées Z31501 et 2 à 31533 et 34, elles sont en capacité de rouler sous courant continu de 1500 volts, mais aussi alternatif 25 000 volts 50 Hz ou 15 000 volts 16,7 Hz. Ce sont des rames de 4 voitures à même de circuler en unités multiples. Elles ont été aménagées en configuration périurbaine, c'est-à-dire dotées de 7 portes latérales et ont la capacité d'embarquer 204 passagers. Elles sont autorisées à rouler à 140 km/h sur le réseau suisse. Elles arborent une livrée spécifique aux dessertes assurées par ce réseau. Elles sont affectées sur les lignes L1, Coppet, Genève, Annemasse, Thonon-les-Bains, Évian-les-Bains et L3, Coppet, Genève, Annemasse, La Roche-sur-Foron, Saint-Gervais-les-Bains-le-Fayet et plus exceptionnellement sur la ligne L4, Coppet, Genève, Annemasse. Leur maintenance est assurée par le Technicentre d'Annemasse. Côté aménagement intérieur, les voitures sont dotées d'une ou deux doubles portes par face et disposent de toilettes, d'un espace à vélo ou à bagages. Tous les espaces voyageurs sont reliés par des intercirculations sans porte. Un espace pour les vélos est aménagé voiture 1, un autre pour les personnes à mobilité réduite, ainsi que des toilettes adaptées le son en voiture 2. Toutes les places assises sont équipées de prises électriques. Un nouveau système d'information embarqué affiche le plan de ligne et déclenche un système d'annonce sonore du nom des gares desservies. À noter que dans le courant de l'année 2021, la région Auvergne-Rhône-Alpes a pris possession de 10 rames régiolistes supplémentaires destinées à rouler sur les lignes de Haute-Savoie, mais qui ayant également comme port d'attache le Technicentre d'Annemasse, pourront être amenées à prendre du service sur les lignes du Léman Express pour suppléer les rames titulaires qui viendraient à être indisponibles. Ce sont les rames numérotées Z31535 et 36 à 53 et 54. Elles arborent quant à elles soit une livrée Aura, soit une livrée mixte Aura Léman Express. Ces 10 dernières rames arrivées dans le parc assurent soit des relations Bellegarde-Annemasse Saint-Gervais-le-Fayet, soit des liaisons Bellegarde-Annemasse et Évian-les-Bains, soit encore des trajets Annecy-Saint-Gervais-le-Fayet pour celles dotées de la livrée Aura, des services Coppet-Évian ou Coppet-Saint-Gervais-le-Fayet pour les dernières réceptionnées en livrée mixte. Tout cela restant bien évidemment théorique, puisque les besoins de l'exploitation priment sur le strict respect des livrées arborées en fonction des dessertes. Nous sommes à quelques jours de Noël et de Nouvel An. Pour l'occasion, toute l'équipe de Raiwan a tenu à vous faire un cadeau unique en son genre. Nous vous mettons à disposition dès aujourd'hui un calendrier répertoriant la majorité des événements ferroviaires pour l'année 2022 en Suisse. Ce dernier rassemble des trains historiques, trains spéciaux, trams historiques ou encore des événements comme des portes ouvertes. Il est public et accessible à tous sur notre site internet raiwan.ch. Vous pouvez aussi nous aider en nous informant d'événements qui ne sont pas encore notés ou s'il y a des erreurs via un formulaire. Merci d'avance pour vos retours et bonne suite de vidéos. De Vernier, Mérin, Zimeza, La Plaine. Le Léman Express est donc un réseau binational avec de nombreuses lignes, de nombreux enjeux et de possibles difficultés. Je vous propose de vous faire découvrir une partie de la gestion du trafic dans notre séquence exploitation, ça va de soi. Avant de nous intéresser au trafic, faisons un point sur les lignes du Léman Express. 6 au total. La SL1 d'Évian-les-Bains à Coppet, la SL2 d'Annecy à Coppet, la SL3 de Saint-Gervais-les-Bains-le-Fayet à Coppet, la SL4 d'Annemasse à Coppet. Nous pourrions considérer que ces 4 lignes forment un groupe passant toutes par Annemasse et se terminant à Coppet. Il nous reste 2 lignes qui composent un deuxième groupe, notamment car leur direction, après être partie de Genève, est différente. La SL5 qui relie Genève-Cornavin à La Plaine et la SL6 qui part également de Genève pour Bellegarde. Voilà, maintenant vous êtes calés sur les lignes du Léman Express. Passons aux cadences en semaine.
La SL1 et la SL3 se relaient en quelque sorte. Horaire de pointe. L'une roule lorsque l'autre non. En gros, elles sont sur une cadence aux 2 heures sans avoir la même heure de départ de Coppet. Nous pouvons toujours joindre Évian ou Saint-Gervais toutes les heures, quasiment avec le service de TER depuis Annemasse. La SL2 a un rythme plus traditionnel avec une cadence simplement à l'heure. Simple. La SL4 est aussi sur une cadence à l'heure, c'est grâce à ces 4 lignes du Lex et les Régio Express qu'un train roule toutes les 15 minutes dans les deux sens entre Genève et Annemasse. La SL5 est utile pour partir en direction de Meyrin depuis Genève. Elle va donc jusqu'à la Plaine et roule quasiment toutes les demi-heures, à quelques exceptions près. La SL6 est plus une ligne de renfort. En effet, elle roule uniquement en heure de pointe ou le midi et est quasiment invisible le week-end. Partant jusqu'à Bellegarde, elle complète aussi le service TER en partant de Genève. Et bravo, vous êtes maintenant au point sur les lignes et les cadences. Le trafic Léman Express est géré au centre d'exploitation ouest à Lausanne, plus précisément sur le secteur Genève qui s'étend d'Annemasse et la Plaine, Genève Aéroport, jusqu'à Coppet, et qui doit bien entendu gérer en plus le trafic Régio Express, Interregio et Intercity. La partie française est gérée à Annemasse. La SNCF ne souhaite pas accueillir de médias dans ses locaux en plus du Covid, donc il nous est très difficile de vous parler de la gestion là-bas. La seule certitude que nous avons, c'est que le centre d'exploitation de Lausanne est bien en communication avec celui d'Annemasse, heureusement d'un certain côté. Imaginez aux frontières la pagaille que cela provoquerait sans communication. D'ailleurs, nous pensons qu'il faut que le signal du pays où le train va rentrer soit ouvert pour que le signal du pays sortant s'ouvre. On le voit notamment ici avec le signal de la Plaine, qui est le dernier avant un signal français. Le signal avancé s'ouvre en même temps que le signal principal, alors qu'il y a normalement un délai. Il faut aussi pouvoir s'accorder en cas de retard. Oui, parce que ça arrive tout de même. Une cadence élevée dit forcément risque de dérangement plus grand et plus conséquent. Petit exemple bien connu avec le dérangement de Tolochna. Même si ce genre de choses reste exceptionnel, heureusement. Imaginons qu'un train tombe en panne à Genève-aux-Vives sur la voie 2. On va dire que le prochain train arrive dans 15 minutes pour simplifier un peu. Vous pouvez attendre un petit peu avant de prendre des décisions en espérant que le dérangement technique soit résolu. Mais pas trop non plus. Il faut à la fois avoir en tête le train de derrière, les trains croiseurs en gare de Genève et jusqu'à Coppet, mais surtout les trains dans l'autre sens. Et oui, il y a 2 voies dans cette gare, pour les 2 directions, mais lorsqu'une est bloquée, il n'en reste qu'une seule pour le reste du trafic. Revenons à notre train. 10 minutes après, toujours pas de résolution du dérangement. Le train derrière étant à 5 minutes, il vaut mieux supprimer notre train et prévenir les passagers de prendre le suivant. Nous avons maintenant un train bloqué en gare de Genève-aux-Vives. On part du principe qu'il sera remorqué dans 20 minutes. Il faut, en attendant, gérer les autres trains sur une voie. Voilà. Le plan de voie de la gare est tel que nous pouvons dévier les trains venant d'Annemasse sur la voie 1 pour qu'ils soient ensuite rapatriés sur leur voie normale, entre guillemets. Ils vont malheureusement, évidemment, prendre tous du retard à la fois car Bifurquier demande de ralentir et car il faut attendre que le train précédent soit passé. Bel exercice pour gérer ses nerfs. Bref, au final, notre train est remorqué, des retards résiduels subsistent, puis tout redevient normal. Imaginons que notre train aurait pu repartir de Genève-aux-Vives avec 13 minutes de retard. Cela peut jouer jusqu'à Genève. Il aura même peut-être rattrapé du retard pour être en +8. Mais après, on passe en voie unique. Et c'est là tout le problème avec une cadence au quart d'heure dans les 2 sens sur une voie unique. Tous les croisements dans les gares entre Genève et Coppet sont retardés. Aussi, une décision des CFF peut paraître bizarre, mais justifiée. Je vous explique. Si un retard important est pris à ou avant Genève, le centre d'exploitation peut prendre la décision de supprimer des arrêts intermédiaires jusqu'à Versoix, par exemple. Cela gêne peut-être les 40 passagers de la rame qui voulaient s'arrêter entre Genève et Versoix, devant maintenant prendre un autre train, mais les 100 autres passagers qui seront dans les rames attendant le croisement ne seront pas vraiment impactés, ou en tout cas auront un faible retard qui pourra être rattrapé. Le train poursuit ensuite son trajet sans être en retard et pourra effectuer la liaison retour sans souci. Et pour connaître toutes les diffusions de Raiwan, notamment après Noël, donc rendez-vous sur raiwan.ch, rubrique les diffusions. On retrouve Thierry.
Tu vas nous parler maintenant un peu plus de toi. Alors d'où tu viens concrètement? Eh bien moi, si tu veux, à l'origine, j'étais journaliste et je suis resté quand même pendant pas mal de temps. Et un jour, je me suis intéressé à tout ce qui était multimédia et je me suis lancé en me disant, super, je vais devenir journaliste multimédia. Sauf que c'était beaucoup trop tôt et que on me regardait un petit peu comme un extraterrestre. Alors j'ai fini par faire de la formation professionnelle qui m'a un peu éloigné du journalisme, ça me manquait. Donc je me suis dit, qu'est-ce que je pourrais faire, qu'est-ce que je pourrais trouver comme sujet qui m'intéresse suffisamment pour le faire régulièrement. Et c'est comme ça que j'ai lancé Aiguillage parce que j'avais d'abord et avant tout une certaine passion pour les trains. Donc oui, ça c'est important aussi de préciser, tu es passionné par les ça trains. la motivation quand même au départ, c'était le sujet a été vite trouvé. Et justement, puisque ça te motive, tu as un sujet de prédilection, quelque chose qui t'intéresse par-dessus tout dans Aiguillage? Alors moi j'aime bien la diversité justement, j'aime bien le fait que les trains, c'est aussi bien les trains réels que les trains miniatures, que les trains modernes, que les trains anciens. J'ai envie de dire que je m'intéresse un peu à tout ce qui roule sur rail en fait. Concrètement, ok. Donc tu as un réseau chez toi? Non, alors par contre je ne suis pas modéliste, j'ai gardé le train que j'avais quand j'étais gamin. C'est de là, je pense en partie que cette passion est partie. Mais non, je suis pas, j'ai pas de réseau. Tu as probablement vu des signaux déjà, je pense, sur une maquette. Oui, alors il y a des gens qui font des réseaux avec une signalisation qui fonctionne comme à la SNCF. Et ça, c'est aussi ce qui intéresse les plus petits, tous ces signaux colorés qui changent de couleur. On va parler justement des signaux français avec ta séquence. Les signaux suisses sont à retrouver dans l'émission de Thierry sur Aiguillage. Les signaux français très différents des signaux suisses. Reportage de Thierry Pupier. En France, pendant longtemps, différentes compagnies ont exploité des réseaux indépendants les uns des autres. Chacune avait par conséquent mis en place son propre système de signalisation pour assurer la sécurité des circulations. Mais à partir de la Première Guerre mondiale, de plus en plus d'interconnexions sont réalisées. Les trains des différentes compagnies étant alors ramenés à poursuivre leur parcours sur les rails d'autres entreprises ferroviaires. Une uniformisation de l'ensemble de la réglementation en vigueur s'est avérée alors nécessaire. Une commission a été créée en ce sens en 1926 est placé sous la direction d'Eugène Verland, le directeur de l'exploitation de l'une des plus importantes d'entre elles, la Compagnie du Paris-Lyon-Méditerranée. Elle rendra un rapport moins d'un an plus tard qui sera approuvé par les autorités gouvernementales le 1er août 1930 et dont les principes seront progressivement mis en place sur l'ensemble du réseau jusqu'en 1936. Le code dit Verland fait une très large place à la signalisation lumineuse basée sur 3 couleurs. Le vert, la voie est libre, le rouge, l'arrêt est commandé, le jaune impose un ralentissement ou annonce un arrêt proche. Les signaux sont en principe implantés à gauche puisque la plupart des trains roulent à gauche en France, sauf en Alsace-Moselle où ils circulent à droite comme en Allemagne. Cette situation étant due au fait que cette région avait été rattachée à ce pays entre la fin de la guerre de 1870 et celle de 14-18 et le réseau ferroviaire local mis en place pendant ce temps-là. Après le rattachement de ces territoires à la France, il fut jugé trop coûteux de changer le sens de circulation, ce qui aurait supposé une totale refonte de la signalisation. Mais il existe 2 autres exceptions. Quand la place manque pour installer un signal du bon côté, il est alors accompagné d'une flèche blanche qui pointe vers la voie concernée. Sur certaines lignes à double voie où une installation permanente de contresens, IPCS, est mise en place. Celle-ci permet à un train plus rapide d'en dépasser un autre ou de contourner un obstacle comme un convoi en panne ou une section de voie en travaux. Les signaux sont alors positionnés à droite. Quoi qu'il en soit, la sécurité des circulations qui vise à éviter que 2 trains ne se rattrapent, ne se retrouvent face à face ou ne se prennent en écharpe, repose sur un système de cantonnement que l'on appelle le système de bloc. Le principe est qu'un train ne peut normalement s'engager dans un canton que si celui-ci est vide, ce qui est matérialisé à son entrée par l'affichage d'un signal d'ouverture de couleur verte, signifiant que le convoi peut poursuivre sa marche dans des conditions normales. Jaune qui autorise l'entrée dans le canton, mais moyennant un ralentissement ou à tout le moins l'assurance que le conducteur sera en capacité de s'arrêter avant le signal d'arrêt annoncé. Si le jaune clignote, il signifie que la distance le séparant du signal fermé est courte. Rouge enfin impose l'arrêt immédiat. Ce signal se décline cependant en 3 versions. Le carré, matérialisé par 2 lampes rouges, signifie que ce signal n'est en aucun cas franchissable. Le sémaphore, qui n'en comporte qu'une, indique au conducteur qu'après avoir marqué l'arrêt et dans certaines conditions, il pourra poursuivre son chemin en marche à vue à vitesse par conséquent réduite. Le feu rouge clignotant enfin est une variante du sémaphore qui autorise une marche à vue sans arrêt préalable
préalable, mais à une vitesse limitée à 15 km/h. Ces signaux lumineux peuvent être complétés par des plaques portant l'inscription F pour franchissable ou NF pour non franchissable. Il reste néanmoins une ambiguïté qui par le passé a été l'origine d'incidents et même d'accidents. Au cas où l'une des ampoules d'un carré soit grillée, il est possible de le confondre avec un sémaphore. Pour lever définitivement tout doute, les signaux pouvant afficher un carré ou un sémaphore se sont alors vus rajouter un petit feu blanc nommé œilleton qui doit être allumé pour confirmer qu'il s'agit bien d'un sémaphore et non d'un carré dont l'une des deux ampoules serait grillée. Mais les signaux présents le long des voies peuvent présenter encore des configurations différentes. Deux feux jaunes commandent par exemple un ralentissement à 30 km/h avant le franchissement d'une aiguille en position déviée. Deux feux jaunes clignotants, un ralentissement à 60 km/h pour les mêmes raisons. Un feu vert clignotant impose une vitesse limite de 160 km/h. Les carrés violets sont l'équivalent des carrés classiques, mais ils sont installés uniquement sur des voies de service. Enfin, un feu blanc peut autoriser une marche en manœuvre. S'il clignote, il signifie que cette autorisation vaut pour un parcours de faible longueur. Le reste de la signalisation ferroviaire française est constitué de panneaux noirs sur fond blanc ou blanc sur fond noir. Ils indiquent des limitations de vitesse, des entrées ou sorties de zones à vitesse limitée ou encore des itinéraires de manœuvre. Ce type de signalisation mise en œuvre dans les années 1930 en France a fait ses preuves, mais atteint également ses limites, notamment sur les lignes à grande vitesse ou celles où le trafic est particulièrement dense, comme c'est le cas sur certaines sections du RER en région parisienne. Sur ce type de ligne, la signalisation a purement et simplement disparu du bord des voies. Les cantons sont devenus virtuels et mobiles, ce qui permet à deux trains de se suivre à pleine vitesse en toute sécurité à des intervalles de 90 secondes. On n'en est pas encore là sur les lignes du Léman Express, dont la sécurité des circulations reste par conséquent assurée par différentes versions du traditionnel bloc système. Nous arrivons à la fin de cette émission. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. Et pour rappel, n'oubliez pas d'aller voir l'émission Léman Express du coup sur la chaîne YouTube Aiguillage. Et toutes les infos, elles sont sur le site www.aiguillage.eu. Dès maintenant, nous partons en vacances jusqu'au 15 janvier. Donc d'ici là, portez-vous bien. Et joyeux Noël. Et à bientôt. Et à bientôt. Ciao. Au revoir.